messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Ce soir, on a un sujet particulier. On va parler du marché de l'immobilier à la Martinique et peut-être ailleurs. D'accord? Alors, notre invité principal de ce soir, je commence par les invités. Je vous rappelle d'abord que cette émission vous est offerte par les experts de la Maison de l'Expertise qui se trouve à la rue Blanqui, au numéro 28, dans le quartier des Terres-Saint-Ville. Et au cours de cette émission, vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, même celles qui vous paraissent les plus anodines. C'est pas grave, nous sommes là pour y répondre. Alors, je vous donne le numéro de téléphone pour appeler, c'est le 05 96, c'est un fixe, bien entendu, le 71 27 07. Alors, je reprends le 05 96 71 27 07. Ce qui me permet de parler de notre invité principal, Jean-Émile Saint-Fort, qui nous avait promis de revenir. Il est là, il a tenu sa promesse. Alors, je vous rappelle qu'il est maître de conférence agrégé à l'Université des Antilles. Il est spécialiste de la statistique, des mathématiques et de la statistique. Il est aussi directeur du Conservatoire national des arts et métiers. D'ailleurs, tous les experts de la maison d'expertise qui sont souvent sous ce plateau, ce sont vos anciens étudiants, bien entendu. Merci aussi à Carl Desbordes, président de la Chambre syndicale des agents immobiliers de la Martinique. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on se voit sur ce plateau-là. En tout cas, je suis très heureux de t'accompagner, Carl. Et il va nous donner ses appréciations à partir des chiffres que va tirer notre statisticien tout à l'heure. Je voudrais aussi dire un merci particulier à Stéphane Maillot, qui est un conseiller bancaire. Donc, on a besoin de l'analyse du banquier dans cette affaire-là, parce que beaucoup de gens disent de manière je l'entends dire de manière souvent, que les banquiers martiniquais ne veulent pas prêter aux Martiniquais. Mais on verra ça, Stéphane. T'inquiète pas, on verra ça dans quelques instants. Bonsoir. Et merci aussi à Thierry Léopold, qui est expert auprès de la Cour d'appel de Fort-de-France, qui est expert à la Cour également à la Maison de l'Expertise. Voilà. En tout cas, merci, bonsoir. Bonsoir. Je suis plus ton nom, c'était Émile, ça. Jean-Émile. Alors, Jean-Émile, comment se porte le marché immobilier à la Martinique? Alors, on a voulu justement aborder le sujet sous l'angle la bulle immobilière va-t-elle se poursuivre à la Martinique? Oui, bien sûr, c'est le titre. Oui. Voilà. Alors, déjà, quand parle-t-on de bulle immobilière? Donc, on parle de bulle immobilière lorsque les prix sont en augmentation et en décalage par rapport à la réalité du marché, en tout cas par rapport à la richesse créée, par rapport au PIB. D'accord. C'est un critère utilisé souvent en économie et on considère que si ce décalage est trop important, eh bien on parle déjà de bulle immobilière. Alors, depuis les années 2008-2009, la tendance à l'augmentation était déjà perceptible et a commencé dans l'Hexagone, tout comme en Martinique. Donc depuis 2008-2009, on va dire presque 15 ans, nous sommes dans une bulle immobilière où l'immobilier dans l'Hexagone, en Martinique, en Guadeloupe, je vais montrer quelques chiffres sur la Guadeloupe, à la Guyane aussi, en Guyane aussi, les prix ont augmenté. Donc, alors, est-ce que ça va se poursuivre? C'est la grosse question. C'est notre sujet, ou est-ce que... Voilà. On va essayer d'analyser ça. Et puis, c'est aussi un sujet qui nous semble majeur à traiter parce que faut savoir que le loyer ou bien faire une acquisition, rembourser son prêt, c'est souvent le premier poste de dépense des ménages. On parle beaucoup de l'alimentation. Certes, c'est un poste important de dépense des ménages, mais l'immobilier arrive avant. Au niveau de l'INSEE, on estime que le poste, l'immobilier, quand on paye son loyer ou quand on rembourse son prêt, le paiement des charges, etc., c'est un poste qui occupe autour des 28% du budget des ménages. Hein, devant, par exemple, l'alimentation qui est à peu près à 14%. Okay. C'est carrément du simple au double. Hein. Donc, c'est un sujet majeur. Et puis, quand on sait qu'on traite aussi, on parle aussi souvent en Martinique de l'attractivité de la Martinique. On parle aussi souvent du retour des Martiniquais en Martinique, du retour des jeunes en Martinique. C'est donc important parce que la première question qui se pose à eux, c'est la question de l'accès à l'immobilier. Où va-t-on se loger? Comment va-t-on se loger? Etc. Donc, c'est une question majeure. Mais je souhaite aussi quand même insister sur le fait qu'il y a aussi déjà sur place
beaucoup de jeunes, parce que moi, dans le domaine de la formation, je côtoie pas mal de jeunes, on va dire dans la trentaine, comme ça, hein, dans la trentaine, qui ont du mal à se loger en Martinique à l'heure actuelle, ou qui ont du mal à faire une acquisition en achat, et qui, autour de la trentaine, sont contraints de vivre chez leurs parents parce que soit des difficultés d'avoir un prêt, on va en parler, ou où les prix sont quand même élevés. Et quand on sait que en moyenne, les salaires en Martinique, en moyenne, sont 240 € moins élevés que ceux qui ne sont dans l'Hexagone, ça montre qu'il y a une vraie difficulté d'accession à la propriété si les prix sont vraiment élevés. D'accord. Voilà, donc c'est un peu tous ces enjeux-là qu'on va... Ce sont de véritables enjeux qui font que, bien, il faut qu'on regarde quand même cette question de prêt et quand même apporter une information assez fiable à tous les Martiniquais qui sont sensibilisés à ce sujet-là. Alors, on peut mettre la première diapositive. Oui, bien sûr. Donc, la suivante. Voilà. Alors, par exemple, on peut commencer avec les prix médians. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que j'appelle prix médian. Le prix médian, c'est, par exemple, vous voyez que le premier prix en Martinique, ici, 3 026 €. Alors, c'est des prix par mètre carré. Oui. Et c'est un prix médian. Ça veut dire que 50% des logements, ici, c'est tout confondu, hein, c'est maisons, appartements, ça peut être aussi biens commerciaux, etc. Hein. D'accord. C'est d'accord. tout confondu là. Hein. Ouais, d'accord. C'est un prix médian. On va dire que 50% de ces biens-là ont un coût plus élevé que 3 026 € du mètre carré. Et 50%, les autres 50% ont un coût moins élevé que les 3 026 € au mètre carré que vous avez là. D'accord. Donc, sur un an, c'est une augmentation de 9%. Et sur 5 ans, c'est une augmentation de 26%. Alors, ce sont des données, il faut quand même le souligner. Vous avez des agences immobilières comme Meilleur Agent, Century 21, qui publient des chiffres sur la France, y compris sur nous, la Martinique, sur les départements d'outre-mer. Et puis aussi, ce sont des données que j'ai récupérées de ACDEFI, qui fait aussi des études sur l'immobilier, et puis des données de l'INSEE et des données du Figaro, qui publie aussi pas mal de résultats concernant l'immobilier. Alors, vous avez aussi les prix, par exemple, du neuf à droite. Donc, vous voyez que c'est un peu plus élevé. 4 523 € du mètre carré. C'est en augmentation de 18% sur un an. Et sur 5 ans, c'est une augmentation de 32%. C'est important. D'accord. Dans l'ancien aussi, puisqu'on a un parc immobilier dans l'ancien qui est très important. Et dans l'ancien, vous avez les prix qui sont également en augmentation de 6% sur un an et de 22% sur 5 ans. Et puis, concernant les appartements, là, vous avez des prix de 3 325 € du mètre carré et en augmentation de 11% sur un an et de 35% sur 5 ans. Excellent. Alors, il faut préciser que les prix qui sont annoncés là, ce sont des prix avant dépublication, c'est-à-dire que ce sont des prix récupérés au niveau des agences qui transmettent les montants. Et avant dépublication, c'est parce que très probablement le bien s'est vendu. Lorsque l'agence enlève sa publication, en grande partie, c'est parce que le bien s'est vendu. Donc les calculs ont été faits à partir de cela. Et ces prix-là intègrent généralement les frais d'agence. Oui. D'accord ? Voilà. Donc, on peut poursuivre. Oui, bien sûr. Alors là, c'était pour les prix de biens. Alors, on peut passer à la diapositive d'après. Alors, regardons sur les loyers maintenant. Hein, puisque tout le monde ne fait pas une acquisition, mais les loyers... Alors là aussi, les loyers sont les loyers médians.
présentés au mètre carré. Donc 15 € du mètre carré, c'est tout confondu, hein, appartements, maisons, Commerce et consommation. et locaux commerciaux aussi, etc. Avec une augmentation de 5% sur un an et une augmentation de 21% sur 5 ans. Vous avez à droite le loyer des maisons en Martinique. Là aussi, 13 € du mètre carré et une augmentation sur un an de 8% et sur 5 ans de 28%. D'accord. Ensuite, en maison, et en dessous, là, loyer au mètre carré en Martinique, voilà, c'est 9 € en maison dans l'ancien, 9 € du mètre carré, loyer médian, loyer bas, pardon, 9 € du mètre carré, loyer médian, c'est avec les 50% dont j'ai parlé tout à l'heure, et loyer haut autour de 24 €, et puis vous avez à côté concernant les appartements. D'accord. Donc ça nous couvre un petit peu. On arrive quand même à 24 € du mètre carré pour un logement, pour un appartement. Oui. Dans la fourchette haute. Oui, C'est fourchette quand même haute. considérable, ça. Ça peut paraître élevé, mais Ouais. c'est vrai que le constat depuis, on va dire, 1 an ou 2, c'est que les loyers ont une légère tendance à augmenter. D'accord. Ça ne me choque pas, le prix médian, puisqu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a assez régulièrement des appartements de 100 mètres carrés qui sont loués aux alentours des 1500, 1600 €. Donc je 15 pense € du qu'on mètre est carré, à peu près dans cette réalité de marché. Je pense qu'il y a une concurrence qui s'est mise en place petit à petit avec la location saisonnière. C'est un phénomène que subit Paris déjà depuis quelques années. Et comment dirais-je, aujourd'hui, beaucoup de produits sont sortis du marché locatif habitation pour être proposés en location saisonnière. Ça veut dire que le nombre de produits diminue par conséquent. Le nombre de produits forcément. aurait un petit peu diminué, Diminué, ouais. un petit peu. C'est vrai que dans l'ancien, beaucoup de prix ont été relevés. Beaucoup de propriétaires aussi ont cherché à rénover leurs biens de manière à pouvoir tirer un meilleur loyer de leurs biens. Bon, c'est une tendance qui a été un petit peu bizarre parce que même après le Covid, on se dit qu'on sort d'une période de crise, donc tout le monde devrait être un petit peu plus raisonnable. Et malheureusement, la réalité, c'est que les loyers se sont maintenus, voire même ils ont augmenté dans certains cas. Donc je pense que l'offre s'étant pas raréfiée, mais bon, voilà, c'est lié au mécanisme de l'offre et de la demande. En réalité. Tu voulais dire quelque chose, Stéphane? Enfin non, j'étais un peu surpris par rapport à ce que disait monsieur, mais c'est effectivement quelque chose qu'on constate. Où, après Covid, moi en tant que banquier, on aurait pensé à une stagnation, une baisse des loyers, et au contraire non. Au contraire non. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que la concurrence des locations saisonnières, je pense que ça contribue, ça a un impact. Tout ça n'est pas entendu. Mais alors Jean-Émile, quand on dit 5 ans, on dit sur 2020 à peu près. Puisqu'on a des évolutions qui sont quand même très importantes, sous les 5 avec l'intervalle des 5 ans. Oui, sur les 5 dernières années. Et quand on regarde à 1 an, on voit que les évolutions sont quand même importantes, ce qui confirme ce que disaient M. Desbordes et M. Ledoux. Ça se confirme. Alors, pas partout, on va regarder, parce qu'il y a des différences quand même sur la Martinique, hein, mais il faut regarder. Alors, par exemple, sur la diapositive d'après, par exemple la 4, si on peut l'afficher, là, par exemple, on a regardé le top 10 des prix médians au mètre carré en Martinique. Pour la vente. Oui, voilà. Oui. On est revenu sur la vente. Hein, sur la vente. La palme est remportée par le diamant, qui est très, très demandé et très recherché, avec 5019 € du mètre carré. Et puis, vous avez les différentes communes en dessous. Ce sont des chiffres donc à 2023, qui datent de mars 2023. Mars 2023, qui sont quand même très récents. Vous avez ensuite les Anses d'Arlay, les Trois-Îlets, Sainte-Anne, Rivière-Salée, etc., etc. Mais j'ai trouvé que dans ce tableau-là, le marigot est quand même important. Oui. 3300 € en moyenne du mètre carré. Oui. Justement,
Quand on regarde la carte, on voit bien qu'il y a aussi, si vous le voyez un peu sur la carte, Ouais. partout où c'est rouge foncé, c'est les prix médians, hein, toujours, les plus élevés. Et on voit bien le Marigot, là, en haut à Ouais, droite, en haut, oui. en haut à droite, qui se démarque. Peut-être qu'il y a eu un programme immobilier important sur la zone, enfin... Ouais, c'est vrai que il y a eu quelques programmes sur le Marigot, mais Oui. c'est pas la commune qui a connu le plus Le programme de de programmes construction, de on peut construction. l'imaginer. D'accord. Voilà. Alors le Diamant, c'est vrai que bon, si je dois faire une petite analyse, c'est une commune qui compte moins de 6000 habitants. Donc un territoire quand même qui est assez large et qui attire peut-être une clientèle particulière. Donc il y a eu pas mal d'investisseurs, beaucoup de petits programmes. Et puis au Diamant, il y a eu quand même quelques hôtels qui ont été revendus à la découpe. Ah oui. Et ça a aussi favorisé ce phénomène L'explosion des prix. d'explosion des prix avec D'accord. beaucoup de produits qui ont été mis également en location saisonnière. Ah oui, d'accord. Voilà, puisqu'ils sont... D'ailleurs, nous aussi, pour les experts, quand nous faisons des avis de valeur locative, maintenant on nous demande aussi de pouvoir mettre l'habitation, logement nu, mais aussi tout ce qui concerne le saisonnier, Le saisonnier. et notamment les prix qui sont pratiqués à la semaine. Et Tout à là, fait. on voit effectivement apparaître des prix qui sont quand même assez particuliers et qui laissent à penser que les propriétaires s'orientent plus vers le meublé saisonnier que le logement classique. Classique, bien sûr. Alors, D'accord. une autre tendance qu'il y a eu, pour rebondir sur ce que Thierry disait, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que beaucoup de dispositifs fiscaux ont disparu, que la location meublée reste, on va dire, une pseudo-niche fiscale. Beaucoup de personnes se sont réorientées vers de la location meublée d'habitation. Et accessoirement, s'ils ne trouvent personne durant une période, peuvent louer 1 semaine, 2 semaines pour renflouer. Et ça, c'est un phénomène qu'on a constaté, mais qui est lié à une problématique, je pense, plus fiscale qu'autre chose. D'accord, d'accord. En tout cas, quand je vois le chiffre du Diamant, je me dis que pour un appartement de 100 mètres carrés, c'est 500 000 euros. Ou un logement de 100 mètres carrés, c'est en moyenne, hein, bien Tout à entendu. fait. Alors Stéphane, vous financez des logements à 500 000 euros en Martinique? Oui, ça peut clairement arriver. Après, donc, alors, ce qu'on entend souvent, c'est que les banquiers ne financent pas. On en parlait un peu Oui, en off. tout à l'heure, On en oui, parle un en peu off. en off. Oui. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est que les banquiers ne financent pas. Non, c'est pas la réalité. La réalité, alors, je pense que on va pas dire qu'on finance pas. Maintenant, tout s'étudie vraiment au cas par cas. Il y a une notion de, ce qui est important pour nous, la banque, c'est la notion de solvabilité de l'emprunteur. Oui. Bien entendu, l'idée, c'est qu'on emprunte, mais il faut que notre emprunteur soit solvable, qu'on estime qu'il a une capacité financière à rembourser son prêt. Donc, c'est là où des fois ça peut coincer parce que bon, monsieur en a parlé tout à l'heure là, on a des salaires qui sont peut-être un peu plus bas donc qu'ailleurs, donc ça fait un peu débat là. Il y a une notion aussi d'apport. Encore, donc dans les temps actuels ou après Covid, peut-être qu'il y a eu des chômages partiels, donc il a fallu pour certains aller piocher un petit peu dans son épargne. Donc ça veut dire naturellement qu'on continue au niveau de la banque et qu'on veut faire une acquisition, mais qu'on a pioché dans son épargne, donc on n'a pas forcément l'apport nécessaire. Ça peut coincer. Et puis troisième phénomène, alors par rapport aux notions de prêt, on a eu, c'est vrai que contexte d'inflation, donc si on fait un peu de la macroéconomie, donc un contexte d'inflation, l'État qui veut endiguer finalement cette inflation-là, donc il va remonter ses taux, d'accord ? Donc pour justement contrer l'inflation, remonter des taux, nous on se retrouve avec une contrainte réglementaire qui est la contrainte de taux d'usure. Donc le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. Donc quand les taux remontent comme ça et que pour certains emprunteurs, même des très bons dossiers, on se retrouve à dépasser finalement le taux réglementaire maximum, donc le fameux taux d'usure, là se pose une question pour la banque. C'est soit elle baisse son taux,
mais peut-être moins rentable, C'est peut-être rentable, ou, oui. voilà, moins rentable, ou soit on refuse le financement. Donc ça aussi, donc tout ce contexte-là a créé finalement cette espèce d'impression où on se dit que les banques prêtent plus, mais c'est pas la vraiment réalité. ça. Ça tient à d'autres éléments, en tout cas. Ça tient exactement à d'autres éléments. C'est pas une volonté de la banque de ne plus prêter. C'est le rôle principal de la banque, l'acteur bancaire est là aussi pour prêter. On a un rôle sur l'économie Bien sûr. pour ça. Donc c'est pas une volonté de la banque, c'est clairement d'autres éléments. Donc voilà, comme je disais, de solvabilité puis des contextes réglementaires. Après. Alors, Jean-Émile, il me semble que tu as des éléments concernant la comparaison entre la Martinique et puis d'autres territoires. Tout à fait. Il me semble que j'ai vu ça. Hein. Oui, Il oui. me semble avoir vu ça quelque part. Oui. Oui. Eh bien, si on met Est-ce que c'est la suite aussi? C'est la suite, Ouais. c'est la suite. Si on met la diapositive d'après, la diapositive 5, alors on a voulu regarder par rapport à la Guadeloupe. Ouais. Est-ce que là aussi, il y a une bulle un peu immobilière? Bien oui, c'est le cas par rapport à la Guadeloupe. Et j'ai voulu mettre en parallèle le top 10 des prix médians en Guadeloupe. Donc vous avez un petit peu les résultats avec Saint-François qui est très recherché au niveau, Oui. au niveau de la Guadeloupe. Alors il y a aussi les hôtels par là, comme Oui, disait tout à M. fait. Desbordes, C'est- peut-être que ça a une incidence sur ces chiffres-là, des etc. Donc on reste sur des montants qui sont comparables, on va dire, à ce que nous pouvons trouver en Martinique. D'accord. J'ai regardé en Guyane aussi. Là aussi, la bulle immobilière est très effective en Guyane. Alors, on n'a pas le tableau, mais là aussi, le même phénomène se retrouve en Guyane. D'accord. On n'a rien en dessous de 3 000 euros. Alors là, c'est les top 10. Hein. Ah, d'accord. Là, c'est les top 10, et puis ça reste des prix médians, c'est-à-dire il y a quand même 50% qui est en dessous. D'accord. Mais en fait, le Mais top c'est 10, c'est les territoires les plus attractifs quand même. C'est pas, Qui c'est sont pas- les plus recherchés. les plus recherchés. Bon, on voit bien que par rapport au tourisme, par rapport aux plages, etc., on voit bien qu'il y a des communes qui sont quand même un peu plus recherchées que les autres. Osier, le Moule. D'accord. Vous, Thierry Léopold, vous en qualité d'expert, ce sont des chiffres qui vous surprennent quand vous faites vos estimations. Vous êtes à 3 000, plus de 3 000, moins de 3 000. Comment vous calculez ça? On est effectivement dans ces prix-là, puisque nous avons des outils de recherche, notamment ceux que peut avoir Monsieur Saint-Fort, mais aussi ceux que nous donne l'État avec DVF et autres. Et effectivement, DVF... Demande de valeur financière. Demande de valeur Foncière, pardon. Foncière, établie par les services des impôts sur les dernières ventes, et on se rend compte effectivement que les prix montent énormément. Alors, de manière fortuite et informelle, on regarde d'autres sites. Effectivement, il y a des sites comme Domimo, même si, puisque ce sont des agents immobiliers locaux qui fournissent ces données, effectivement, on se retrouve, quand on peut repérer certains biens, face à des prix qui nous paraissent quand même dans ces eaux-là. D'accord. Moi, ce qui me frappe, c'est-à-dire que le moindre logement, la moindre maison qu'on veut vendre, qu'on a envie d'acheter en Martinique, c'est 300 000 euros. Aujourd'hui, ouais, on a à peu près ça. Ah bon? Ouais. Et d'accord. Bon, ben, Non. Et c'est vrai que ça surprend. Et c'est vrai que c'est une tendance sur les dernières années. Et moi, j'aurais même tendance à dire que nous faisons des évaluations avec une valeur vénale, et le marché, quelquefois, a tendance, par rapport à la rencontre de l'offre et de la demande, surtout de la demande, à avoir des prix qui sont largement au-dessus et nettement au-dessus de ceux que l'on peut trouver au niveau des valeurs vénales. Je donne un exemple. Oui. Certains biens que l'on peut estimer dans le sud à 180 000 euros partent à 250 000, 260 000 euros facilement. Et c'est vrai que votre voisin qui voit que vous avez vendu un bien à 260 000 euros, le lendemain... La sienne veut aussi 260 000 elle euros. vaut 260 000 euros, il ne va D'accord. pas dire je ne suis pas plus bête que Oui. l'autre. Et c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là qui interpelle. Et ça booste malheureusement, pour rebondir à ce qu'il dit, le marché vers le haut. Parce que peut-être que le voisin qui a vendu 150 ou 200 000 euros un appartement qui est
peut-être conforme en termes d'équipement, et souvent les comparaisons voilà, que ces propriétaires font, il y a cet aspect, les éléments affectifs du bien qui font qu'on ne souhaite pas le vendre en dessous de ce prix-ci. Mon voisin a vendu à ce prix-ci, donc le mien vaut ça. Plus. Et donc il demande un prix déjà assez élevé. La mise à prix, on va dire, non pas la mise à prix, c'est le prix de départ. Et comment dirais-je, étant donné que le prix est déjà très haut au départ, la négociation finit sur une négociation haute. Est-ce qu'on a une demande qui est plus importante que l'offre, en fait? Est-ce qu'il y a, lorsqu'un bien est mis en vente, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent pour la demande est constante. Elle est constante. La demande est constante. Mais maintenant, elle est forte ou pas? il y a la problématique, elle est très forte. Oui. Maintenant, le rôle du professionnel, c'est d'orienter correctement son client vers un achat correct, utile. Comme disait Steven, comment dirais-je, il ne s'agit pas d'engager une famille dans une difficulté future. Il s'agit vraiment d'étudier avec cette personne son projet de vie et de voir comment l'accompagner pour se loger dans les meilleures conditions. D'accord. Ouais. Alors, oui, Stéphane, tu voulais réagir? Je réagissais aussi par rapport à la notion de demande. C'est vrai qu'aussi, on sort d'un contexte où on était dans 5-6 années, j'ai envie de dire, avec des taux très bas. Très bien. Oui. Donc ça aussi, mécaniquement, ça fait augmenter la demande. Donc à différents niveaux, aussi bien celui qui veut se loger que plus particulièrement le créneau. Enfin, nous, on le voyait au niveau de la demande de financement, plus particulièrement sur le créneau des investisseurs. Quand on est dans un contexte de taux bas comme ça, celui qui a des moyens, qui a un peu d'épargne, qui veut se placer son épargne, quand on lui propose des placements de rémunération proche de 0%, mais aux alentours de 1%, mais qui voit qu'en parallèle, les taux des prêts sont à 1%, l'investisseur, lui, se dit, autant que moi j'investisse plutôt que j'aille placer mes sous à 0%. Donc, du coup, ce contexte de taux bas a forcément contribué à soutenir, si ce n'est augmenter la demande. Tout à fait. Et alors, moi, j'aurais une question, du coup, pour vos experts. Est-ce qu'au niveau de l'offre, comment vous jugez l'offre? Parce que, alors, du regard de la banque, nous, j'ai l'impression que on se retrouve avec une offre qui est quand même pas si importante que ça, tout à fait. Alors, je dirais que c'est la grosse problématique des professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'offre, justement. La majeure partie de notre temps est consacrée à chercher de nouveaux produits, surtout dans le contexte martiniquais actuel. On a beaucoup de logements, et ça, je trouve ça très affligeant, de voir le nombre de logements, de dents creuses, de logements inhabités, inoccupés, sur des problèmes de succession, sur un certain nombre de problèmes, et alors qu'on sait qu'il y a ce besoin de logement, voilà. Donc, voilà. Donc, ce sont des logements qui sont qui pourraient être potentiellement sur le marché, mais cependant, le fait qu'il y ait un process juridique pour pouvoir sortir de cette difficulté, ça limite beaucoup l'offre. Donc aujourd'hui, je dirais que la demande est largement supérieure à l'offre. Donc c'est le constat. C'est-à-dire que on va dans certains secteurs, on pourra être en mesure de proposer 3, 4, 5 produits à peu près identiques. Dans d'autres secteurs, ce sera un produit. Voilà. Donc c'est le travail justement des professionnels, c'est de chercher les bons produits. Après, les bons produits au bon prix. Donc, expliquer tout le travail que l'expert va mener pour pouvoir expliquer comment il est arrivé à cette conclusion, pour pouvoir mettre en vente son bien dans de bonnes conditions. Tout à fait. Mais dans un marché aussi réduit que le nôtre, est-ce que les concurrences des agents immobiliers ne font pas que certains, même s'ils savent que les prix sont au-delà de ce qu'ils pourraient conseiller ou donner à quelqu'un, ne se retrouvent-ils pas soumis au fait de devoir prendre finalement ses mandats et puis après composer avec ça? Alors c'est une pratique que je déplore.
Voilà. Voilà. Donc, en tant qu'agent immobilier, aujourd'hui, on a un devoir de conseil. Oui. Et souvent, on vend du rêve à certains propriétaires. L'idée étant de récupérer du mandat coûte que coûte. Et puis, on se dit, c'est pas grave, après, on va travailler le mandat. On va le faire descendre, le mettre au prix. Et voilà. Mais c'est une pratique qui, ça donne l'illusion d'avoir un produit de bonne qualité ou un produit, alors qu'on est souvent en dessous de certaines réalités. Certains professionnels fonctionnent comme ça, se disent c'est pas grave, on va dans le temps faire comprendre au propriétaire que son bien ne vaut pas cela. Donc ça se fait comment? Une multitude de visites. Oui. Voilà, donc Finalement, un bien qui est connu, très connu sur le marché, Se et dévalue. puis se dévalue. il se dévalue en réalité. Et c'est ce que ça donne. Et c'est pour ça que je conseille souvent de faire appel à un expert qui mettra les choses au bon prix. Je serais tenté de dire qu'on n'est pas dans une foire. Voilà, on annonce un prix et puis finalement on va vendre à ce prix-ci. Non, un bien immobilier, ça a un prix, ça a une valeur. Donc il faut rester le plus proche de cette valeur-ci si on ne veut pas justement se retrouver dans ces phénomènes de bulles immobilières avec des prix qui ne sont basés sur rien, juste sur les projets des vendeurs, voilà. Donc, Mais l'expert, pour déterminer sa valeur, il se base sur les références du marché. Sur les références du marché. Et sur les références du marché et les références du marché que nous avons actuellement, effectivement, elles sont à un niveau qui fait que il faut être proche des réalités, parce que sinon, je dis de manière impropre, le banquier qui est à côté de moi ne va pas financer les projets. Il y a une notion de risque à ce niveau-là, et il faut que l'on puisse nous tenir compte de ces réalités là. Voilà. Mais alors, les petites spécificités que nous pouvons avoir, c'est quand même, notamment avec DVF Etalab, pour éviter qu'on ait des problèmes, c'est qu'on arrive à avoir des notions de cadastre. Donc repérer par rapport à certaines microzones, si on vous dit par exemple qu'un bien vaut 380 000 euros, parce que c'est une zone large, etc., parce qu'on l'a vu avec des gens d'expérience, et puis venir derrière avec ce phénomène-là, constater que finalement que les maisons qui sont voisines se sont vendues à 180 000 euros, et puis revenir à des notions un peu plus raisonnables. Voilà. Et surtout qu'il faut être très prudent avec ce que l'on fait, parce que nous utilisons les valeurs pour les ventes, mais nous experts, nous utilisons les valeurs aussi pour les successions. Et il faut éviter des fois de donner des valeurs immobilières qui ne correspondent pas à la valeur vénale que l'on a, et qui créerait le phénomène suivant, faire que nos clients aient à payer des sommes finalement qui tiendraient tendance à un marché qui est lui un peu frais. Voilà. D'accord. Oui. Alors, par rapport à l'échange qu'on a eu là, effectivement, je reviens sur un point, c'est que malgré justement cette tendance haussière qu'on observe, je disais, depuis déjà les années 2008-2009, effectivement, parce que les taux sont bas depuis cette période-là, et on va revenir dessus tout à l'heure, la demande, elle est soutenue, on le voit. En gros, il y a environ 6 000 transactions immobilières par an en Martinique. Ça oscille. Il y a eu une baisse en 2020 à cause du Covid, ça a remonté en 2021. Il y a une correction en 2022, ça a baissé à nouveau, et en 2023, on attend qu'il y a une tendance à la hausse. Donc, on sent bien qu'il y a un marché quand même qui est actif, qui est soutenu, malgré cette augmentation. On aurait pu penser que le marché aurait diminué. Pour l'instant, on ne l'observe pas vraiment, la diminution du marché. D'accord. Et puis, alors, dans la comparaison, on a regardé un petit peu par rapport à la Guadeloupe, mais dans la diapositive d'après, j'ai voulu mettre aussi une comparaison avec certaines villes de France. C'est la diapositive 6, certaines grandes villes. C'est assez édifiant d'ailleurs. Par rapport à la Martinique. Oui. Donc, par exemple, des villes comme vous voyez, Montpellier, nous avons des prix qui sont plus élevés. Certaines communes en Martinique, c'est toujours les prix médians. Bien sûr. Donc, ça vous permet d'avoir une idée, puisque vous voyez des villes comme Marseille, ça reste, on est bien d'accord, des prix médians. Oui, bien sûr.
bien sûr. Voilà. Mais on voit que Diamant, Bordeaux, ça se Ouais, rejoint. c'est surprenant ça. C'est surprenant. là, je suis assez étonné, C'est notamment Bordeaux, Montpellier. Oui, oui. Alors, ça reste quand même de grosses villes Oui, bien où sûr. on va trouver des disparités selon l'endroit dans la ville. Monsieur Louis-Léopold parlait du cadastre. Effectivement, vous pouvez avoir des micro-zones au niveau des villes, mais ça reste le prix médian de la ville. Ça veut dire qu'on peut trouver aussi à se loger pour des prix inférieurs à ça dans, Oui, dans je suis ces d'accord. villes-là. Je suis d'accord. Dans ces villes-là. Je suis d'accord. Mais c'est-à-dire que quand moi je cherche un logement, je dois me dire que si je n'ai pas 4 000 euros du mètre carré, si je veux par exemple 60 mètres carrés, si je n'ai pas à peu près 4 000 euros du mètre carré, j'ai de fortes chances de ne pas avoir ce qui m'intéresse vraiment. Oui, exactement. Donc ça veut dire si 60 mètres carrés, c'est quoi? C'est un F2, c'est Un F3. un F3 quand même. Ça peut être un grand F2 ou un petit F3. un petit F3. 240 000 euros. Ouais, Ça vous c'est choque comme- pas? Ça peut paraître un petit peu cher. Pour un F3, ça va. Je dis, bon, après, ça dépendra du niveau de confort qu'il y a. D'accord. Les parkings, les Mais caves, les sans-abricots, les sans-abricots, on est, je pense, plus aux alentours des 4000. on n'est pas, on est à plus que ça. Voilà, D'accord. donc, voilà. Très bien. Donc, bon, c'est vrai que c'est un secteur aujourd'hui qui s'est très très bien développé. C'est même assez surprenant, Surprenant, avec des montants de loyers qui sont au-dessus des moyennes constatées, des prix de vente qui sont au-dessus des moyennes constatées, et pourtant, Jean-Émile, on est à 5 000, je crois. Ah oui, les sans-abricots, je regarde un peu ce micro-secteur. Sur Fort-de-France, c'est ce qu'on a de plus de plus Le plus élevé. élevé. le plus élevé. Et aujourd'hui, il y aurait un promoteur qui s'installe, ferait un nouveau programme, il trouverait acquéreur sans voilà, problème. il y a une demande, là. Il y a une demande qui est toujours présente avec Centrabisco. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait du flux de transactions. Je disais que c'était en moyenne 6 000. Bon, ben, Fort-de-France reste quand même Très attractif. la ville où il y a le plus de transactions. Tout à fait. Après, c'est le Lamentin. Le Lamentin, Shellshare vient peut-être en 3e ou 4e position. Mais il y a un flux très important sur Fort-de-France. D'accord. Et Jean-Émile, dans tes études, là, quand on regarde par rapport au territoire national, et quelles sont les zones qui se rapprochent le plus avec nous, là, où on en est, là, parce que je n'ai pas bien regardé. Alors, Oui. on peut remettre la diapo 6. Par exemple, à Montpellier, 4 989 euros du mètre carré. Bon, ben, c'est à peine plus cher que les Anses d'Arlay en 2023. Eh ben oui, on le voit très bien, oui. Autre exemple, bon, à Marseille, ça dépend des quartiers, hein, parce qu'il y a des fluctuations qui sont quand même très fortes, ça dépend des endroits, mais vous pouvez quand même vous trouver à vous loger autour des 4 457 euros du mètre carré. C'est moins que les Trois-Îlets. Oui, 3 îlets, 4 600 en fait, en moyenne. Voilà. D'accord. J'ai voulu prendre le cas, par exemple, de Perpignan, près de la porte d'Espagne, où vous êtes à même pas 10-15 minutes de l'Espagne. Bon, ben, c'est 3 453 euros du mètre carré, près de la mer, à Perpignan. Donc, bon, c'est comparable à des prix que nous avons en Martinique. Moi, je suis assez surpris, c'est le prix de Shellshare. Shellshare, on est à combien? 3142 par rapport aux autres communes. Hein. C'est Oui, ce que oui. je dis par rapport au Marigot, par rapport au Cap Alors, je Vert. vais apporter encore d'autres précisions sur les communes en termes de croissance à 1 an et croissance à 5 ans. Mais il y a un sujet aussi qu'il faut qu'on traite, c'est aussi les taux de marge dans le secteur de l'immobilier. Alors là, j'ai pu trouver des chiffres de l'INSEE où, par exemple, en Martinique, nous avons un taux de marge de 76,7%, qui est quand même élevé, hein, qui est un taux de marge élevé, quand on sait que la moyenne nationale, c'est 65,1%. Alors, on reprend ça. Alors, 76% chez nous. 76,7% chez nous. Oui, Quand la moyenne, alors nous compris, hein, Oui, la nous moyenne, compris, oui. nous compris, la moyenne, elle est de 65,1%. d'accord. Alors, il faut que tu nous expliques davantage ce que tu entends par cette expression de taux de marge. C'est le critère de l'INSEE, hein, Oui. c'est vraiment une statistique de l'INSEE qui cumule quelque part
les frais demandés par les structures pour accompagner une transaction immobilière. Alors, il y a plusieurs intervenants là-dessus. Je n'ai pas le détail, l'INSEE ne donne pas le détail, mais c'est ça, c'est les marges demandées par les structures accompagnant un acquéreur dans sa transaction immobilière. Alors, évidemment, on a regardé par rapport à la Guadeloupe, par rapport à nos voisins. Guadeloupe, c'est 72,1%. C'est quand même moins élevé qu'en Martinique. La Guyane, c'est un peu plus élevé que nous. Il y a une forte spéculation sur la Guyane. Ouais. C'est 78,2% sur la Guyane. Et la Réunion, c'est plus bas. C'est 56,5%. D'accord. Alors, je vais t'interrompre quelques instants puisqu'on a un appel. Parce que la priorité, on va donner aux appels. Bonsoir. 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 La personne parle, mais on n'entend pas. On n'entend pas. Non. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, Claude. Alors, Claude, vous nous appelez d'où? De Sainte-Anne, en Guadeloupe. Sainte-Anne, en Guadeloupe. En tout cas, merci beaucoup de participer à l'émission. Quelle est votre question, Claude? Oui? Claude? Oui, mais je regarde votre émission. Oui. Je suis en train de rigoler seul quand je regarde l'émission. Oui. Je ne comprends pas ce qui se passe maintenant. Si il y a quelque chose qui ne marche pas très bien dans la tête de l'humain maintenant. Il y a une folie qui se dégage dans les secteurs de l'immobilier maintenant. Mais c'est mon avis, une fou. Quand ils mangent quoi, là? 5019 € pour un mètre carré au diamant. Mais c'est quoi ça? Oui. Oui. Ils sont malades. Tu m'as dit que tu as acheté un case là. Le bar, on peut dire qu'il n'y a pas vendre la Martinique, il n'y a pas vendre la Guadeloupe pour mon bébé acheter un case. D'accord, c'est l'analyse qui sort du marché. Mais M. Saint-Fort dit bien que ce sont des taux moyens, donc... médians. Les taux moyens, là, bon... les gens qui font partie de ce secteur-là, ils participent aussi à l'augmentation des prix. Tout le monde veut mettre l'argent en poche à eux. On a compris ça. D'accord. Alors, Claude, qui veut acheter une maison, comment cette personne-là fait maintenant? Il va fuir en prison après? Donc, Claude, juste une petite précision. Quand tu dis, je me permets de tutoyer, quand tu dis que les gens qui participent, tu pensais à qui, là? Aux vendeurs ou bien aux intermédiaires? Moi, je l'ai perdu. Claude? Il y a des intermédiaires. Non, je suis toujours là. Il y a des intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires dans les transactions. Ah, d'accord. Et quand on vendait une maison avant, c'était entre l'acheteur et le vendeur. Oui. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y a des intermédiaires, ce sont ceux-là qui se graissent la patte. D'accord. Alors, monsieur on va demander au président de la Chambre syndicale des agents immobiliers. Qu'on marchandise 100 kilos, alors. Alors, bonjour Claude. Alors, je réagis un petit peu à ce que tu viens de nous dire, parce qu'aujourd'hui, je suis tenté de dire que le principal intéressé, c'est le vendeur. L'intermédiaire, il accompagne le vendeur dans une démarche de vente. Aujourd'hui, l'intermédiaire, il a quand même une légitimité par rapport à la complexité de ce que l'on vend. On ne vend pas une baguette, et même pour vendre une baguette, il faut quand même un certain nombre de diplômes. Mais aujourd'hui, alors je termine simplement. Quand on prend l'exemple, quand vous avez dit auparavant, un acte avait 7 à 10 pages. Ouais. Aujourd'hui, un acte, c'est une centaine de pages. S'il y a pas, donc il y a une multitude de diagnostics, une multitude mais le but c'est de vous protéger. Il faut parler plus fort ou alors il faut modifier le micro.
Excusez-moi, vous m'entendez mieux là? Non, je disais que le but, ces intermédiaires sont là pour protéger, pour sécuriser votre transaction, vérifier l'état de votre électricité, vérifier s'il y a de l'amiante dans votre bien, vérifier. Donc tous ces éléments-ci alourdissent un petit peu justement la facture. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Mais Claude, j'ai souvent eu comme remarque de la part de certains propriétaires que les Mais agents... je ne comprends pas ces choses-là. Claude, écoute-moi, 2 minutes. Comment les prix se sont enflammés? Il y a une ça, c'est vrai. explication à donner. Et l'explication n'est pas donnée. D'accord. Il y a quelque chose qui se cache. C'est pas vrai. Alors, Je ne peux pas accepter ça. j'ai toujours tendance à dire que généralement, et pour beaucoup d'agences, ce sont des pourcentages qui sont appliqués. Donc ça, c'est le point de départ, c'est le prix que veut le propriétaire. Mais non, Oui, ce sont les agences de métropole qui sont venues s'installer ici et qui ont enflammé les prix. C'est tout. Alors, c'est vrai que la défiscalisation ne nous a pas toujours fait du bien. Pas idée du tout. Ouais, ça ne nous a pas aidé, et ça, je vous rejoins sur ce point-ci. Pourquoi? Parce qu'on a justement de grands groupes qui sont venus, qui ont imposé leurs Mais règles. je ne vous entends pas très bien. Vous parlez trop bas, là. Alors, non, je disais qu'il y a beaucoup de grands groupes qui sont arrivés et qui ont imposé des règles de fonctionnement. Au motif... Le micro n'est pas assez élevé en direction des téléspectateurs. Donc on va dire ça aux techniciens. On va dire ça à Grégory. Une, deux. Oui. On va voir si... Poursuis. Grégory a déjà géré. Ok. Donc non, alors, pour répondre, pour réagir à cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, la défiscalisation ne nous a pas toujours fait du bien. Beaucoup de... Je vous entends très mal. Oui, on fait ça. Non, mais on ne pourra pas plus. On ne pourra pas davantage. Ouais. D'accord. Thierry dit qu'on ne pourra pas davantage à améliorer la situation. Mais juste une remarque, Claude. Ce que je voulais faire, c'est que... Tu dis que les professionnels ce sont eux qui ont renchéri les prix en quelque sorte. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Et Oui, mais c'est ça. Ce sont les D'accord. professionnels. Mais il a- Oui, c'est bataillon, oui. oui, on est d'accord. Mais j'ai souvent entendu des propriétaires dire que l'agent immobilier fait baisser le prix parce que son intérêt, c'est de vendre le plus vite possible pour toucher sa commission. Donc, j'ai vu des propriétaires me dire, moi, quand je veux 300 000 euros, l'agent immobilier me dit, ah non, j'ai trouvé un client à 250 000. Ils ont tendance à vouloir baisser les prix, contrairement à ce que tu dis, Claude. Ils ne sont pas à mon avis, ils font pas de stock. Donc, ils ont besoin de toucher leur commission. Donc, plus c'est bas, mieux ça vaut. Ils baissent les prix pour toucher leur commission parce que Voilà. les prix sont déjà trop élevés pour pouvoir demander une Ah, mais commission. là, on se rejoint. On est d'accord. Je vais même plus loin. les- Alors, si je peux intervenir aussi. Oui. Alors, c'est Claude, c'est ça? C'est Claude, oui. Claude qui disait que c'est de la faute des professionnels. Moi, je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où il n'y a pas d'obligation pour le propriétaire de passer par un agent immobilier. Ça, c'est vrai, oui. Il n'y a pas d'obligation. Et alors, Non. moi, alors, en tant que financeur, je rencontre aussi des propriétaires qui nous disent qu'ils n'ont pas envie que pour se sécuriser, la transaction immobilière devient tellement compliquée. On parlait de juridique, de diagnostic à faire, donc toute la complexité finalement de la transaction, qu'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes et qu'ils souhaitent se faire accompagner. Donc au final, est-ce que c'est réellement de la faute de l'agent immobilier? Pour moi, non. Non, mais ils se font accompagner parce que les gens n'ont pas une idée de la valeur du bien. Ils font Non, c'est parce que ça devient complexe. Vous hein, savez, c'est- complexe, et surtout que ça devient complexe, les démarches. On va dire que on est trop gentil aux Antilles. On fait confiance trop facilement. Et c'est ça que les gens ont flairé. Vous savez, il y a plusieurs choses qui se passent dans l'immobilier maintenant. Et c'est pourquoi les agences sont venues s'installer massivement, les agences de métropole. Ah, mais les gens ne disent pas tout. Mais moi, je lis ça sur leur visage. Alors, Claude, je vais juste réagir. Je serais tenté de dire que c'est une impression. Les statistiques disent totalement autre chose. Les transactions entre particuliers sont plus élevées que les transactions
quand oui. il y a un professionnel. D'accord. Et ça, ce sont des statistiques qui le disent. Voilà, donc c'est vrai qu'on a l'impression, alors que le professionnel, c'est un véritable allié. C'est quelqu'un qui va vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer durant la transaction pour pouvoir vous rassurer. C'est pas évident d'acheter. On achète souvent une fois dans sa vie, donc c'est un moment très C'est important. le plus gros budget de sa vie. C'est le plus gros budget de sa vie. Donc on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être accompagné. Voilà. Donc c'est le rôle du professionnel. Donc un bon professionnel doit être en mesure d'accompagner son client et de le rassurer. C'est l'avantage qu'on tient au vendeur et à l'acheteur pour pouvoir sécuriser les gens. Et à ce moment-là, il y a plusieurs intermédiaires qui se placent sur le trajet pour pouvoir toucher des choses. Bon, Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec l'idée. Voilà aux gens maintenant. Ils se désintéressent de leur santé et pour pouvoir s'intéresser à l'argent maintenant. Vous voyez, on est dans une société de... Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas qualifier cette société. Oui, mais je comprends. Non. Tout c'est trop. 5019 euros Après, alors, diamant. Mais c'est quoi ça? Il faut m'expliquer ça. Alors, si je peux rebondir sur ça, c'est vrai que quand on regarde, enfin, j'ai une impression, que quand on regarde un peu le top 3 des villes où ça se vend le plus cher. Il faut... Et tu me parles là, j'entends ce que tu dis, mais... Non, il faut voir aussi que c'est... Alors, ça reste quand même des zones où il y a un fort attrait pour la location saisonnière. Oui. Je pense que... Mais qui est-ce qui achète dans ces zones-là? Bah oui, non, mais c'est souvent... On se retrouve souvent des investisseurs qui achètent dans ces zones-là pour de la location saisonnière. Ça aussi... Mais la municipalité trouve son compte dans la location saisonnière. Bon, la taxe etc. Pliée par... etc. Vous savez, D'accord. c'est une multitude de choses, de calculs, etc. C'est la CACEM. Et là-bas, c'est l'espace oui, qui touche. plante est prêt. Bon. En tout cas, Claude, merci pour... Claude, merci pour les remarques. On va revenir dans un petit instant, on va faire un break. Et on va revenir, on va continuer sur l'analyse de M. Saint-Fort, qui, je rappelle, qui est professeur, maître de conférences agrégé de mathématiques et de statistiques en particulier. À tout à l'heure. On a un autre appel, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, c'est Christian. Alors, Christian, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est que j'ai une maison à vendre à Sainte-Marie. Pardon? Oui, nous vous écoutons, Christian. J'ai dit que c'est Christian. Oui. Donc, j'ai une maison en vente à Sainte-Marie. Voilà. Comme par rapport à l'état de la maison et ce que l'agent dit, Oui. il y a une agence immobilière. Oui. Le monsieur qui fixer mon prix parce que je ne suis pas dans le taux par rapport à ce qui se vend à Sainte-Marie. D'accord. Par rapport au prix moyen constaté dans la zone, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, c'est quoi la question, Christian? Alors, la question, c'était justement quand on regarde le contenu, je vois des prix des différentes communes, mais je ne vois pas Sainte-Marie apparaître. Je vois comment se situe Sainte-Marie par rapport aux autres communes. D'accord. Ah ben, on en parle tout à l'heure, c'est bien ça? Oui, je peux dire à Christian que, par exemple, Sainte-Marie, on va le regarder en détail tout à l'heure, mais le prix médian, par exemple, à Sainte-Marie, en 2023, c'est 2183 € du mètre carré. Et on va revenir sur les évolutions à 5 ans et à 1 an tout à l'heure. C'est des diapos suivantes. Mais je vais revenir dessus tout à l'heure, Christian. Mais en moyenne, en médian, c'est 2183 € du mètre carré à Sainte-Marie en 2023. D'accord. En médian, tu peux être en dessous, 50% en dessous, 50% au-dessus. Au-dessus, d'accord. Donc, on en parle dans un petit instant. On fait le break quand même. Grégory, on fait un break. À tout à l'heure. Rappel alors. Oui, Christian, t'en fais pas, on reviendra dessus.
En tout cas, merci d'avoir appelé. Hein. Merci beaucoup d'avoir appelé. On se revoit dans un petit instant. Le temps qu'on fasse un petit peu le point. Non, je disais une dernière petite chose, c'est que j'ai fait mon calcul par rapport à la surface de la maison et le prix était proposé. Le noir de tes yeux est un vrai tourment d'amour. prier à bon Dieu. Pays bon, pays bon, pays bon. Ni longtemps nous qu'à espérer ça. Un moment si fort que t'as là, pas de manière pour nous pas constater. Au senti nous sommes terminés. Ni longtemps nous qu'à attendre ça. Mi je dis moi comment
attendre pas de manière que nous pas remercier la chance et la divinité. C'est la main bien, yeah. Flash, wash, if you don't like it, I can't stand it no more, I don't really dig it. You can't fly the whole world, hard to stop. I get back in my world, you ain't got enough. But you ain't gotta maintain the pain. You can't stand the rain, but you still in my train. Merci de nous être fidèles à notre émission. On continue sur le marché de l'immobilier en Martinique. La question de savoir si ces prix-là vont continuer à progresser ou alors s'il y aura une chute des prix. Alors, je voulais quand même, Jean-Émile, qu'on revienne sur la question de Christian, tout à l'heure, au téléphone, qui nous parlait de Sainte-Marie. Est-ce qu'on a un peu plus d'éléments, puisque tu avais commencé à parler un petit peu de Sainte-Marie? Exactement. Alors, c'est vrai qu'au tout début, on a montré qu'effectivement, on a atteint quand même des prix élevés. Il me semble que nous sommes arrivés à... peut-être pas un maximum, mais le marché quand même devrait avoir une correction, à mon avis. Ouais. Je vais essayer d'expliquer pourquoi par la suite, mais qu'on aura une baisse. Alors, j'ai commencé, avant de revenir sur le cas particulier de Sainte-Marie, oui. Alors, j'aurais souhaité qu'on puisse mettre la diapositive numéro 7, parce que la baisse, elle a déjà commencé dans l'Hexagone. Oui, d'accord. Alors, c'est la courbe diapositive numéro 7. Voilà. On voit ici que, par exemple, à Paris, où il y a eu des records aussi, à Paris, ça a atteint presque 12 000 euros du mètre carré à Paris en prix médian ces derniers temps. Bon, ben, la baisse est déjà constatée sur Paris de moins 6,7%, c'est la courbe en rouge. Mais si on regarde en bleu, la courbe en bleu, c'est le top 10 des plus grandes villes de France. La baisse a commencé déjà, moins 2%. Et la courbe en jaune, c'est le top 50 des plus grandes villes de France. Donc, on l'observe également. Et puis, dans le rural en vert, là aussi, on observe la baisse. Donc, la baisse, elle est déjà... elle est récente, mais elle est déjà généralisée
dans l'Hexagone. Donc, on va expliquer un peu pourquoi, hein, puisqu'on sait, je vais montrer une diapositive là-dessus, mais on sait que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, l'inflation est en train d'augmenter, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, mais évidemment, et je vais montrer des courbes, une étude qui a été faite par ACDEFI justement à ce sujet, où généralement, effectivement, lorsque les taux augmentent, lorsque l'inflation augmente, eh bien, les prix de l'immobilier vont mécaniquement baisser. Voilà. Et si on peut mettre la diapositive d'après, et j'ai regardé en Martinique ce qui se passe déjà. Donc, vous avez dans la partie gauche les communes qui sont en hausse toujours. Vous avez le prix au mètre carré. Alors, c'est toujours un prix médian, hein, j'insiste là-dessus. Et puis, vous avez l'évolution à 1 an et l'évolution à 5 ans. Donc, dans la partie gauche, ce sont des communes qui sont encore en hausse en Martinique. Donc, c'est pour ça qu'il faudra bien suivre les choses pour voir si, dans la suite, on va observer un infléchissement plutôt à la baisse. Et puis à droite, vous avez les communes où la baisse a déjà commencé. Dont Sainte-Marie. Dont Sainte-Marie. Par exemple, l'évolution à 5 ans est de plus 22%, mais vous voyez que l'évolution à 1 an est déjà de moins 20%. Donc je disais, je crois que c'était monsieur Christian. C'est Christian, oui. C'est 2183 € du mètre carré, le prix médian actuel à Sainte-Marie. D'accord. Voilà. Et vous voyez d'autres communes comme Saint-Pierre, qui est en baisse, le Lorrain, Case-Pilote, le Gros-Monde, vous avez la liste des différentes communes qui sont en baisse. Donc, il y a déjà des communes en Martinique qui, sur l'évolution à 5 ans, étaient en hausse, et l'évolution à 1 an, on observe déjà un infléchissement à la baisse. À la baisse, d'accord. Donc, autrement dit, la question de Christian était la suivante, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que le prix qu'il a proposé, l'agent immobilier lui a fait comprendre que c'était trop cher. Donc, s'il dit, il multiplie sa surface par au moins les 2183 € du mètre carré, je crois que c'est ça. Il devrait avoir une idée. Au moins, il est sur un prix moyen, donc on ne peut pas lui dire que c'est trop cher. Il est dans la moyenne. Alors là, c'est vrai que c'est un prix global, maison, appartement. Ah oui, d'accord. Et ça comprend aussi d'autres locaux. Mais alors, on pourra regarder, notamment lors de notre prochain séminaire, oui, je vais l'annoncer dont on va parler. J'y ai pensé tout à l'heure. Voilà, on pourra rentrer dans le détail lorsqu'il s'agit des maisons, parce qu'il y a une différence entre les maisons, les appartements. On pourra regarder selon parce que le ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que ce soir, on se contente des chiffres globaux manière générale, mais on les invite d'ailleurs, hein, si oui, je bien sûr. me le permets, à notre réunion qui aura lieu le jeudi avril, 27 avril. 27 avril. C'est sur le campus ? Non, c'est à l'hôtel Batelière. À l'hôtel Batelière. D'accord. Et on va rentrer un peu plus en détail dans ces chiffres-là. Voilà. On va approfondir un petit peu ce que nous avons montré. D'ailleurs, le flyer passe à l'écran actuellement. Ouais. Et on va essayer de porter plutôt des chiffres métiers selon les secteurs. Bon, j'espère que ça va intéresser, messieurs les agents, les professionnels de l'immobilier. Selon les secteurs, on va rentrer un peu plus dans les détails. Et comme disait monsieur Louis-Léopold tout à l'heure, c'est un travail qui a été fait à partir de la base de données DVF. Hein, donc, il y a des données nationales qui sont disponibles. Et le travail a été effectué à partir de cela. Et donc, on va pouvoir entrer dans des données un peu plus de l'économie immobilière, le business de l'immobilier en Martinique. J'espère que ça devrait intéresser. Ça aurait pu intéresser Claude, mais il est à Sainte-Anne, il n'est pas chez nous. Il n'est pas à Sainte-Anne. Il est à Sainte-Marie. Non, Claude, c'est Christian qui est à Sainte-Marie. Claude est à Sainte-Anne en Guadeloupe. Mais Claude, on va vous offrir le billet. Le billet, vous allez venir, on sera en réunion avec vous. Parce que j'ai trouvé vos remarques très intéressantes, mine de rien. En tout cas, on a un appel. Bonsoir. 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 J'entends, hein, mais j'entends au loin. Bonsoir. Bon, on a des difficultés à l'entendre, c'est pas grave. Je pense que cette personne va revenir. Grégory, on va reprendre l'appel si tu as cette possibilité-là, parce que pour l'instant, je n'entends pas grand-chose. Allô ? Oui, bonsoir. Allô ? C'est toujours Christian. Ah, Christian, mais c'est génial d'être resté là. C'est toujours Christian. Oui, alors vas-y, on t'écoute. Alors, c'est toujours Christian.
Oui, on a compris. Non, mais c'est toujours Christian. Donc, il n'entend pas. Bon. Si, j'ai entendu. Christian? On n'a pas de retour, probablement. Allô? Alors, ce que je disais, c'était par rapport au prix médian-là, j'ai regardé pour cette Marie. Oui? Il y a un retard. Donc, le prix qui a été affiché pour cette Marie à 2000, je ne sais plus combien, 300. 2183. Oui. À 2000 et quelques, comme tu viens de dire, en multipliant la surface de la maison, parce que moi, c'est une maison que j'ai. Ça le donne une idée. Oui, une idée. Mais c'est le problème, c'est qu'il y a un problème de retour. Il nous entend pas, ou quelquefois on a du mal à entendre. Bon, on va... Et puis dans les surfaces, alors c'est vous qui allez préciser ça, donc, les surfaces de balcon, de terrasse, est-ce qu'elles sont prises en compte? Par rapport à la surface de la maison, si je multiplie par ce coefficient, je me retrouve à une somme plus importante que le prix que j'ai proposé. Oui. Oui? On a compris en fait sa problématique. Oui. Qu'effectivement, il a une maison à vendre, il a multiplié, il se rend compte qu'en multipliant la surface de sa maison au mètre carré prévu, enfin qu'on a démontré dans notre tableau, il a un prix plus important. Il se pose la question de savoir est-ce que voilà la valeur il n'y a pas de demande communiquée par à un tel prix sur une maison à cette Marie. Voilà, par rapport à l'agent immobilier correspond également à la valeur. Alors, déjà, sur l'étude, l'étude est très intéressante parce qu'elle permet d'avoir une dynamique générale, de savoir effectivement comment le marché de l'immobilier peut évoluer sur une commune, sur un département. Mais il faut savoir qu'en Martinique, les biens, il y a une forte hétérogénéité des biens. Sur un même quartier, on aura des très belles villas, comme on aura des maisons qui sont construites un peu sans les règles de l'art, avec des fois du sable de mer ou avec de grosses défaillances dans la construction. Donc, quand on voit effectivement un prix de 2183 € au mètre carré, il ne faut surtout pas, je dis à Christian, surtout pas multiplier ça à la surface de sa maison. Parce qu'en réalité, ça c'est une valeur médiane avec des locaux commerciaux, des petites surfaces, des grandes surfaces, de différentes typologies de maisons. Or, justement, c'est la licence même du métier d'expert immobilier, c'est parce que justement, l'expertise, c'est pas seulement multiplier le nombre de mètres carrés à un prix au mètre carré. C'est chaque bien a ses particularités. Il faut regarder effectivement sa situation vis-à-vis des risques. Il faut regarder éventuellement les travaux à réaliser pour que le bien soit conforme aux attentes des personnes sur le marché. Tous ces éléments-là vont déterminer une valeur au mètre carré. Donc, c'est pas simplement mettre 2183 € du mètre carré et multiplier à la surface de la maison. D'accord. Non, mais sa question fondamentale était la suivante. Et à partir du prix moyen, là, enfin, on va dire la tendance, c'est que son agent immobilier disait le prix que vous me proposez est trop important. Alors qu'il dit que le prix qu'il a proposé est inférieur à la valeur moyenne. Mais justement, c'est qu'on ne peut pas se baser sur ces 2183 € là pour déterminer une valeur de vente d'un bien. D'accord. C'est pas l'objectif. Non, c'est sauf correction. C'est pas l'objectif de cette étude. L'étude permet de donner une dynamique, voir effectivement si le marché tend à augmenter, comparé effectivement à d'autres secteurs en France hexagonale. Donc on va avoir une dynamique générale et quand effectivement en première partie j'ai écouté attentivement les explications et on regarde que beaucoup c'est les communes balnéaires qui ont des prix au mètre carré qui sont très importants et souvent, et c'est vrai, dans ces communes-là c'est souvent des petites unités qui sont vendues, donc souvent des studios et on sait, enfin en immobilier, plus la surface est petite généralement, plus le prix au mètre carré est important. Donc c'est pour ça qu'on pourrait effectivement expliquer des prix au mètre carré aussi importants sur ces communes-là, par exemple. D'accord. Alors, on a un appel, on va le prendre quand même. Oui. Bonsoir. 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 Oui, quel est votre prénom? Bonsoir, c'est Marc. Alors, Marc, quelle est votre question? Alors, moi, je souhaiterais intervenir. Donc, déjà, je voudrais vous remercier pour cette émission parce que vous faites une émission qui est vraiment prise avec la réalité des Martiniquais et la réalité des jeunes Martiniquais, des primo-accédants notamment. Et je voudrais, en fait, ramener à la réalité, en fait, quelque part, parce qu'on parle de prix médian, on parle de choses, et il me semble que c'est important de ramener à des valeurs concrètes.
et il y a un monsieur qui est banquier qui est à votre table. À la droite qui du va père. pouvoir infirmer. Il est à la droite du père. Voilà, qui va pouvoir infirmer ou ce que je dis ou pas. Oui. Mais je prends par exemple un prix médian à 3 500 € le mètre carré pour une maison qui est à 100 mètres carrés de surface habitable. On est donc aux environs de à peu près 350 000 € Oui. qu'on va me demander de payer. Oui. Ajouter à ça les frais de notaire. Et je serai à peu près à 400 000 €. Aujourd'hui, en 2023, on va me demander, pour être un bon client de la banque, on va me demander 20% d'apport. Entre 10 et 20% d'apport. C'est-à-dire que je devrais, moi, en tant que Martiniquais qui vis en Martinique, pouvoir donner à peu près entre 70 000 et 80 000 €. Je vois monsieur, c'est peut-être pas ça, mais entre 70 000 et 80 000 € d'apport. Ou entre 30 000 et 40 000 € d'apport. Et je dois, cela dit, me loger en même temps. C'est-à-dire que pendant que j'ai fait ces économies-là, je vais devoir me loger aussi. Donc, il faut ramener en fait à l'équation quasi impossible qu'on demande aux jeunes Martiniquais, à quelqu'un qui a 30 ans et qui veut devenir propriétaire, l'équation qu'on lui demande de répondre. Alors, voilà, déjà je voudrais dire ça. Je voudrais dire autre chose, c'est pour rebondir aussi sur l'intervention de Claude du départ. Alors Claude a été un petit peu loin dans ce qu'il dit, mais sur le fond, il n'a pas tort. Parce que la question de votre émission, c'est de savoir est-ce que ça va continuer. Tant que, et c'est la nature de la Martinique, d'être une île qui est ouverte aux 4 vents de tout le monde, tant qu'on sera en concurrence avec la terre entière pour acheter un bien immobilier, ça ne va pas baisser. C'est la loi de la concurrence, c'est la loi du marché. Et quand on voit aujourd'hui les offres d'emploi qui sont ouvertes au monde entier, à concurrence des Martiniquais et des gens qui n'hésitent plus maintenant, puisqu'il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses qui se sont passées, et qui n'hésitent plus à franchir les océans pour venir habiter chez nous, on sera toujours en difficulté par rapport à ça. Donc, je terminerai par là, sans vouloir monopoliser l'antenne. Si on ne trouve pas une solution d'un point de vue de nos décideurs sur comment protéger les jeunes Martiniquais qui veulent acheter chez eux, on ne trouvera pas de solution à ce problème-là pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Très bien, Marc. Alors, on va laisser d'abord notre banquier réagir. Alors, bonsoir Marc. Donc effectivement, donc sur la première partie de ton analyse, alors je vais me permettre de te tutoyer, sur la première partie de ton analyse, elle est juste. Effectivement, aujourd'hui, au niveau de la banque, on va demander au moins, alors, ce qu'on demande, la règle, c'est de pouvoir financer tous les frais liés à l'acquisition. D'accord ? Donc, dans le cadre donc tu donnais l'exemple d'une maison à 350 000, effectivement, donc tous les frais liés à l'acquisition, donc ils vont être les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier du prêt. Donc, l'intégralité de ces frais-là sont estimés à peu près à 10%. 10% du montant du bien. D'accord ? Donc, effectivement, sur un bien à 350 000, les frais devraient s'élever aux alentours de 35 000. Donc, nous, on demande à minima, la banque demande à minima de pouvoir apporter ces frais-là. D'accord ? Donc, pourquoi, alors juste pour expliquer, pourquoi on demande d'apporter ces frais-là, c'est une notion d'avoir un encours de prêt qui ne soit pas supérieur à la valeur du bien. C'est-à-dire que j'ai un bien de 350 000, si le bien vaut 350 000, il ne faut pas que nous, il y a des notions de risque, de solvabilité derrière, il ne faut pas que la banque ait un prêt qui soit supérieur à 350 000 sur un bien qui vaut 350 000. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'on demande l'apport de minima 10%. D'accord ? Donc effectivement, pour un primo-accédant, c'est pas toujours évident de constituer. De 70 000 €, comme il dit, oui. Alors peut-être pas 70, mais il faut, sur un bien 350 000, il faut au moins 35 à 40 000 €. Quoi. Sachant qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, là, l'échéance de prêt,
le budget habitation, c'est le budget principal. Dans l'idée, il ne faut pas qu'une fois que vous avez fait votre acquisition, que vous ne soyez pas capable d'avoir un surplus d'épargne pour le reste, pour tout ce qui va être quotidien, donc pour la vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'à minima, on vous demandera de mettre sur le projet au moins 35 à 40 000 euros à minima, et puis idéalement il faut qu'il reste encore un petit peu d'épargne derrière pour les autres aspects de la vie, s'il faut changer votre véhicule, s'il faut s'il y a un coup dur, s'il y a une panne sur le véhicule, si vous voulez voyager, l'idée n'est pas simplement de payer sa traite de crédit et puis de ne pas continuer à vivre. Donc c'est pour ça qu'on demande effectivement, en tout cas, de présenter cette capacité d'épargne de minima 40 voire 50 000 euros, quoi. Donc c'est sûr que pour un primo accédant... On augmente de 10 000 à chaque fois. Hein. Comment ? On augmente de 10 000 à chaque fois. J'ai pas parlé d'apport, hein, j'ai parlé de présenter un minima, d'avoir cette capacité d'épargne. C'est pas pareil. Alors, l'apport, c'est vraiment ce que vous allez mettre sur le projet. Maintenant, comme je dis, l'idée, c'est pas, je le dis à mes clients, l'idée, c'est pas de mettre tout votre épargne dans le projet et puis que vous soyez à sec. Vous voyez ? Donc, il faut présenter, voilà, enfin, il n'y a pas de somme. Je ne peux pas définir une somme, mais je sais que sur le projet de base, il faudra compter à peu près 10% du montant à financer, 10% du bien qu'il faudra mettre sur le projet. D'accord. Donc ça, c'est une réalité. Donc c'est sûr que pour un primo-accédant, ça peut prendre du temps à constituer cet apport-là. D'accord. 10% si on passe par une agence. Si on passe par une agence, ça a des frais d'agence aussi à financer. Comment ça se passe? Frais d'agence inclus, d'accord. Ah oui, c'est la plupart du temps, vous mettez les frais d'agence à la charge du vendeur. À la charge du vendeur. D'accord, ok, 350 000, d'accord. Donc oui, c'est sûr. C'est pour ça que souvent les primo-accédants, en tout cas les jeunes 30 ans, ils vont se retourner souvent vers des appartements où on va être sur un prix potentiel un peu moins élevé. Alors, moi j'ai une petite question dans le prolongement, mais pour les primo-accédants sur les plus petits logements, donc ça veut dire aussi des fois de plus petits revenus. C'est ça. Donc la problématique reste la même. Reste toujours la même. Comment dirais-je bon, voilà, c'est bien sûr. De manière arithmétique. Bon, 70, si on achète un F2 à 100 000 euros, vous allez demander 10%, il faudra 10 000 euros. Quelqu'un qui commence à travailler, qui est au SMIC ou à 1 500, il peut pas. Aura des difficultés, à pouvoir épargner déjà et accéder au crédit. Une donnée que je vais bien aimer avoir effectivement par rapport à l'étude, c'est parce qu'il y a une corrélation, parce qu'on voit bien que la problématique, c'est que des jeunes, aujourd'hui, les jeunes martiniquais ont de grandes difficultés, compte tenu de cette augmentation du prix de l'immobilier, accéder au logement. Oui. En tant que propriétaire, mais même en tant que locataire, parce qu'on avait également sur les loyers, ça a augmenté, on demande généralement un salaire équivalent à 3 fois le montant du loyer. Donc on constate qu'il y a quand même un décrochage entre les prix pratiqués et les revenus. Exact. Et en fait, ce que j'aurais aimé savoir, c'est par rapport aux autres communes ou aux autres secteurs, notamment sur la France métropolitaine, est-ce que les niveaux de salaire sont équivalents ou pas? Ou est-ce que... En fait, parce que moi, c'est surtout ça, en fait, qui est pour moi la difficulté. C'est parce qu'on sait qu'à Paris, les loyers sont beaucoup... Enfin, les loyers, l'immobilier est beaucoup plus important, mais les salaires sont plus élevés. C'est plus élevé aussi, généralement. Alors, avant de répondre à cette question, on va d'abord reprendre un appel. Oui. On a quelqu'un en ligne. Bonsoir. 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 J'entends la personne, mais au loin. Bonsoir. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, quel est votre prénom? Oui, c'est Max, j'appelle de Fort-de-France. Oui, Max. Alors, quelle est la question, Max? Ma question, je l'ai déjà donnée tout à l'heure. Je l'ai donnée. Ah, j'avais noté Marc au lieu de Max. D'accord. Alors, Max. Vas-y. C'est pas grave, on la reprend, c'est pas grave. Ma question, c'est que... Bon... Bon. On n'a pas entendu Max, à cause, je sais pas, il y a un problème. On a un problème dans la transmission. Quand on se promène en Martinique, on constate... Vous m'entendez là? Oui. Quand on se promène en Martinique, on constate qu'il y a beaucoup de maisons abandonnées. OK? Oui. On constate qu'il y a beaucoup de maisons
Oui, oui. Et il y a beaucoup de Martiniquais qui cherchent des logements. Oui. C'est embêtant parce qu'avec la liaison, on a Alors, ma question est à Jean-Émile Saint-Fort. Est-ce que ces prix s'appliquent aux maisons abandonnées? Et on me dit qu'il y a tellement de gens qui veulent acheter des maisons à l'extérieur de Martinique. C'est dans au loin. Non, je pense Pourquoi ces gens n'achètent pas ces maisons? Oui. Alors, d'accord. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui lui donne les questions derrière. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit temps de latence. D'accord. Oui, allons-y. Mais quelques éléments là-dessus. Effectivement, Max a raison. Quand on se promène en Martinique, partout, dans presque toutes les communes, vous avez les maisons abandonnées. Ça a un nom technique, c'est les maisons d'abandon manifeste. Et je sais qu'il y a des municipalités qui ont des programmes spécifiques déjà de répertorier ces maisons d'abandon manifeste. Et je pense qu'il y a des municipalités qui ont des programmes spécifiques, alors peut-être de réhabilitation ou de reconstruction. Notamment Fort-de-France. Oui, notamment Fort-de-France, mais il y a d'autres. De Haut-Guédon, vous savez, la fontaine Guédon, on en parlait aujourd'hui dans le journal. La réhabilitation. Mais ça fait combien de maisons sont en cours de réhabilitation? C'est ça la vraie question. Oui. Et est-ce que les propriétaires de ces maisons sont accompagnés pour les mettre en vente ou pour les louer? La question, c'est que, contrairement, ça c'est un point de vue que je donne, à ce que j'entends dire, il y a un risque que non seulement les Martiniquais ne trouvent pas de quoi se loger, mais que des Martiniquais qui soient à l'extérieur ne puissent pas acheter des maisons pour revenir en Martinique. Nous dire qu'il y a un risque que la Martinique soit envahie par des gens d'Europe ou ailleurs, je pense que ce n'est pas la réalité. Les gens iront acheter des appartements dans des villes européennes et dans des pays qui ont une croissance économique. Ils ne viendront pas, me semble-t-il, et hélas pour notre pays, dans un pays dont l'économie est en déclin. Voilà, une opinion et une question. D'accord. Alors, oui, le président ne partage pas tout à fait. Je ne partage pas... Ah, il a raccroché. Non, ça fait rien, il nous entend. Okay. Je ne partage pas totalement son avis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Dans sa dernière observation. En termes de rentabilité, je pense qu'on a des chiffres qui se tiennent. Quand je compare, vous avez parlé de Paris il n'y a pas très longtemps. Paris, on va vous dire, Paris ne perd jamais de valeur. Et c'est sur ça qu'on s'axe de pouvoir faire un investissement sur Paris. Quand on regarde la rentabilité des fois, elle est pas terrible. Pas terrible. Voilà. Donc, comment dirais-je? Après, sur les questions d'abandon manifeste, je dis il faut faire attention parce qu'on touche aux droits de propriété. Donc il y a une procédure à mettre en place. On peut pas décider que les communes certaines municipalités font. Oui, bien sûr. Fort-de-France le fait. Je crois que Petit-Bourg l'avait fait à une certaine époque. Saint-Esprit le fait aussi. Et voilà. Donc je pense qu'il faut que certaines personnes. Bon après c'est peut-être politique. Parce qu'on se met pas mal de personnes à dos quand on lance ce type de procédure. Ce sont souvent des familles qui sont connues par le maire, etc. Et je pense qu'il y a une manière de faire les choses pour pouvoir aboutir à quelque chose de concret. Mais je pense que c'est une véritable problématique. Il y a les maisons abandonnées. Mais c'est pas l'indivision qui pose ces problèmes. C'est l'indivision. Non, il me semble que l'abandon manifeste, je crois bien que la municipalité fait un affichage et que si au bout d'un certain temps, personne ne réagit, n'est venu revendiquer la propriété ou une indivision concernant cette partie-là, la municipalité peut engager, au bout d'un certain temps, évidemment, un programme, etc. D'accord. Il y a effectivement également beaucoup de maisons en indivision en Martinique qui ne sont pas habitées. Cette question-là se pose également, mais l'abandon manifeste, c'est une procédure encore... Il y a une autre problématique aussi, c'est
adaptabilité en fait, des logements aux besoins réellement que les gens ont. Je m'explique, il y a souvent on sait que la Martinique, on dit que la Martinique vieillit, il y a souvent des personnes âgées seules qui vivent dans des logements de 4-5 pièces qui correspondraient peut-être plus aux besoins d'une famille qui est en cours d'être composée, vous voyez. Et il y a cette problématique-là aussi entre les logements qui sont anciens, qui ne correspondent pas aux normes, et donc un parc qui n'est pas adapté de ce fait-là, et puis aussi le parc qui n'est pas adapté non plus aux besoins réels des personnes, des Martiniquais. D'accord. Et il a posé une autre interrogation. Il a dit, est-ce que les prix qui ont été annoncés s'appliquent sur ce type de biens? Oui. Donc là, on répond clairement non. Oui. Pourquoi? Parce qu'en matière d'expertise, il y a beaucoup de paramètres qui viennent diminuer un petit peu la valeur du bien, donc comme l'état du bien. La situation d'indivision aussi, c'est un paramètre à prendre en compte dans la valeur du bien et qui impacte directement, au final, la valeur de ce bien. Aujourd'hui, les prix qui ont été annoncés, je pense que c'est pour des ventes relativement saines qui ne tiennent pas compte de ces problématiques d'indivision. Voilà. On poursuit sur quand même notre analyse parce que c'est le but de l'émission, c'est le marché, en fait, la situation du marché. Regardez un peu le marché. Alors on peut mettre la diapositive d'après, qui est la 9. La diapositive 9. Alors sur cette diapositive, il s'agit donc des communes où il y a le plus de transactions, on va dire, en Martinique. Bon, évidemment, c'est Fort-de-France, en tête, en haut à gauche. Et vous avez le prix au mètre carré, mais prix médian. D'accord. Et vous avez un peu les évolutions à 1 an et à 5 ans. Donc, ensuite, c'est le Lamentin, avec pas mal de transactions, mais qui vient quand même assez en retrait par rapport à Fort-de-France. Il faut se dire que Fort-de-France, on voit bien que l'essentiel, une grande partie des transactions se fait sur la zone Fort-de-France. Ensuite, le Lamentin, le Robert. On a commencé à observer une baisse au Robert de moins 10% sur 1 an. Il faudra suivre si cette évolution se confirme ou pas. Shellshare, je crois que quelqu'un a parlé de Shellshare tout à l'heure. 3142 € du mètre carré. Là aussi, il y a un volume de transactions assez important sur Shellshare. Et vous avez l'évolution qui reste en hausse, Shellshare, avec un prix de base qui est quand même, par exemple, plus élevé qu'à Fort-de-France sur Shellshare. Shellshare, d'accord. Ducos aussi, commune avec pas mal de transactions. Et puis ensuite, vous pouvez le voir, Rivière-Salée, Trinité. Trinité, une légère baisse qui s'amorce. Il faudra voir si par la suite ça se confirme ou se maintient. Vauclin, Trois-Îlets, j'avais déjà cité Trois-Îlets. Saint-Joseph, vous l'avez aussi. Ensuite, c'est dans la partie droite, vous avez pour Sainte-Anne, etc., les différentes communes. Alors là où vous avez des blancs, c'est qu'on n'a pas les données pour certaines communes. Par exemple, Pricheur, on a le prix au mètre carré médian, mais nous n'avons pas, j'ai pas eu accès aux données sur l'évolution sur le Pricheur. Et vous allez voir que dans cette liste-là, il manque quelques communes où il n'y a pas eu de données. Par exemple, Macouba, Grand-Rivière, il n'y a pas eu de données. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas eu de transaction. C'est vrai que dans la pratique, Grand-Rivière, je ne vais pas cacher, j'ai plusieurs fois essayé de voir si je vois des transactions, notamment sur les sites. Je ne vois aucune transaction. Je ne sais pas s'il n'y a pas de vente qui se fait du tout sur la commune de Grand-Rivière. Je vois c'est la seule commune comme ça, en fait, en Martinique, où en tapant, on trouve c'est vraiment très difficile de trouver une transaction faite sur la commune au cours de l'année. D'accord. Donc, autrement dit, les gens ne vendent pas. Soit ils gardent en famille, je pense que voilà. Il y a beaucoup de maisons vides aussi sur Grand-Rivière parce qu'ils se sont désaffectés et c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, j'avais compté que sur les 5 dernières années, il y avait une dizaine de transactions sur Grand-Rivière. Il y a très, très, très peu. C'est une expertise que j'ai eu l'occasion de réaliser il y a 1 an à peu près et j'ai fait le même constat. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est
la commune qui n'est pas attractive. Alors, pour répondre sur Grand-Rivière, quand j'ai posé la question, on a la poste qui est ouverte certains jours, même pas tous les jours. Oui. La première pharmacie, elle se trouve à Joupabouillon. Voilà, donc il y a vraiment voilà, des équipements. Si on tombe malade et c'est ce que me disait une habitante, si on tombe malade le soir sur Grand-Rivière, ça peut être problématique. D'accord. Il n'y a pas de médecin. C'est compliqué. C'est à Joupabouillon. Donc, oui, il y a plusieurs problèmes donc, qui se cumulent. La problématique des déserts médicaux, la problématique des infrastructures. Les infrastructures, il y a etc. un resto ou deux restaurants. Et on le ressent sur la question de l'immobilier. On a une question, on a un appel. On va le prendre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Georges, des As-Darlais. Oui, alors, Georges, quelle est votre question? Oui, je vous dis déjà bonsoir. Oui, bon, très merci. belle émission. Mais je me pose la question. Est-ce que tout ce qui se fait là, à ce moment, en Martinique, c'est pas volontaire pour que nos jeunes ne puissent pas construire? D'accord. Parce que là, c'est vraiment un parcours du combattant pour qu'un jeune puisse arriver à faire quelque chose maintenant en Martinique. Même ayant un terrain personnel. Même au niveau de la banque, je vous dis, c'est vraiment très très compliqué. J'ai ma fille qui est dans le camp en ce moment. Je me suis mis avec elle, mais je vous dis là, c'est la galère pour pouvoir construire. Alors, est-ce que c'est pas volontaire? Mais je me demande demain l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'ils pourront vraiment rester encore en Martinique? Est-ce qu'ils pourront avoir 4 murs en Martinique, même avec des parents qui essaient de les aider? Et j'ai la preuve bien là en ce moment. On se demandait, pour un prêt de, je vous donne le montant, un prêt de 130 000 €, on demande déjà 50 000 € d'apport à la banque, on demande 3 000 € pour le notaire, en comptant de l'eau, c'est 3 000 €, en comptant l'électricité, pas même parler. Donc, un jeune qui veut vraiment rester à la Martinique, je me demande comment ça va être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, si vous pouvez me donner une réponse, je ne sais pas. Mais tu vois que tous les experts sur le plateau, Georges, ils sont aussi députés que toi. C'est vrai que ces questions immobilières envoient d'autres choses, des choses encore beaucoup plus importantes, avec une dimension politique d'ailleurs. Tu voulais réagir, Stéphane? Moi, je peux intervenir. Alors, la problématique, d'un point de vue bancaire, la problématique sur les jeunes, la problématique, si on peut appeler ça une problématique, sur les jeunes, c'est vraiment... Si je généralise, hein, il faut vraiment étudier la question cas par cas. Les jeunes, ils ont souvent peu de moyens. Parce qu'un jeune, il débute, quand on est en début de carrière, c'est pas en début de carrière professionnelle qu'on gagne le plus d'argent. Ouais. Donc, la problématique, c'est pas lié. Alors, quand j'entends monsieur qui dit que la banque veut pas financer sa fille, alors il faudrait questionner, rentrer dans plus de détails, mais... Si je reviens par rapport aux interventions précédentes qui ont été faites, pareil, donc les primo-accédants, les jeunes, la vraie problématique au niveau des jeunes, c'est une notion de peu de moyens. Ça, on n'y peut rien. Après, la Martinique, il ne faut pas non plus se cacher que la Martinique, au niveau des jeunes, c'est peut-être un département où il y a un fort taux de chômage au niveau des jeunes. Donc, voilà, c'est pas qu'une problématique liée à l'immobilier. Il y a du boulot en Martinique. Hein. Comment ? Pourtant, il y a du boulot en Martinique. Mais bien sûr. Après, c'est pas. Est-ce que finalement cette question, elle est liée que sur l'aspect immobilier? Non, je pense que c'est un aspect un peu plus général sur les jeunes. Au niveau des jeunes, l'aspect, Oui. Pour moi, je vois l'avenir de nos jeunes. Bien sûr, parce que souvent un jeune qui a sa situation, qui est stable, qui est en emploi. Qui est en CDI, l'avantage finalement que le jeune a, c'est que lui, il va pouvoir faire un prêt sur une durée plus longue. Un jeune, on ne va pas hésiter à le financer sur 25 ans.
à condition qu'il ait une situation financière, une situation, un emploi voilà, qui est stable, qui lui permette d'avoir justement cette pérennité de revenus, cette stabilité-là. Le jeune, il a finalement cet avantage-là de pouvoir investir sur une durée beaucoup plus longue. Bon. D'accord. Mais j'ai espoir, je suis là, c'est Georges. Je verrai la situation de la Martinique, si bon Dieu porte moins. Vie toujours. Bien sûr, mais c'est une question vraiment, c'est une question vraiment générale. Et alors, sans entrer sur en sortant du cadre immobilier, même au niveau des banques, nous se pose la question. Par exemple, si je prends la catégorie d'âge de 25 à 30 ans, c'est souvent une clientèle qu'on retrouve pas beaucoup en banque. C'est pas notre cœur de cible. Enfin, c'est pas notre cœur. Voilà, c'est pas sur cette tranche d'âge là qu'on a le plus de clients finalement, parce que souvent ils désertent. Ça me fait rigoler. Je pense très sincèrement, un jeune aujourd'hui, il a le bac. Pour sa poursuite d'études, il y a de fortes chances qu'il aille sur la métropole. Quand il fait ses études sur la métropole, qu'est-ce qui se passe dans 80% des cas, il reste sur la métropole pour l'emploi. Il revient pas. Ouais. Donc là, ce matin, j'écoutais... J'ai ma fille qui est dans ce cas-là et qui souhaite revenir. Oui, bien sûr. Et qui pense, qui veut revenir. Bien sûr. Parce qu'il y a du boulot pour elle chez elle. Bien sûr, mais alors, elle veut revenir, mais si elle sollicite la banque pour un prêt en Martinique... Oui. D'accord. Mais se pose la question. Alors, moi, je reçois une cliente comme ça qui me dit qu'il veut revenir. La première question, c'est de se dire, quand elle sera ici, qu'est-ce qu'elle fera? Avec quel revenu elle paiera son prêt? L'idée, c'est pas de lui dire non, on lui dit pas non par plaisir, mais c'est de lui dire, aujourd'hui, elle a un emploi sur la métropole, elle sollicite un prêt pour investir en Martinique, c'est bien. Elle me dit qu'elle veut revenir, mais qu'est-ce qu'elle fera ici? Est-ce qu'elle aura un emploi? Est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle peut faire face à ces remboursements de prêts? On parlait de solvabilité de l'emprunteur, donc c'est vraiment ça. Quelle sera sa situation professionnelle une fois qu'elle arrivera ici? Mais je voulais quand même souligner que, dans le monde de la formation professionnelle, je côtoie des jeunes qui ont, par exemple, un niveau master, qui travaillent, qui sont en Martinique, qui veulent... travailler en Martinique et qui veulent construire leur vie en Martinique et qui sont devant des difficultés et on va dire qu'ils sont sur des salaires, on va dire, de plus de 2500 euros, mais qui ont quand même des difficultés à pouvoir se loger, qui sont contraints de rester chez leurs parents. Ils ont la trentaine, contraints de rester chez les parents pour se refaire une surface financière suffisante. Et comme disait monsieur Georges, c'est nécessaire que les parents aident les jeunes parce que c'est très difficile. Et comme disait Georges, j'ai connaissance de jeunes qui souhaitent revenir. Ils ont fait une expérience dans l'Hexagone ou ailleurs, alors c'est une question aussi que j'aurais posée, parce que souvent il y a un différentiel de taux qui est plus important, il y a un décalage, les taux sont un peu plus élevés à la Martinique, les taux bancaires, par rapport à ceux qu'ils peuvent trouver dans l'Hexagone. Est-ce que tu peux... Alors, il y a des risques un peu plus élevés. Bon, c'est lié aussi à cette notion de risque. Mais j'insiste, il y a des jeunes qui sont sur place. Bien sûr. Même les loyers sont quand même... parce que, comme on le disait au début, c'est vrai que le logement, c'est le premier budget du ménage. On parle beaucoup de l'alimentation en ce moment. C'est important. L'inflation au niveau alimentaire, c'est très fort en ce moment. Mais le loyer, c'est quand même le premier poste. D'accord. Bon. Enfin, je continue de vous écouter. D'accord. Merci, Georges. Et puis, merci beaucoup. Je voudrais de continuer, de passer vraiment des émissions comme celle-là, parce que ça peut éclairer quelques personnes. Merci beaucoup. Merci bien et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin parce que le temps passe. Oui. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les choses vont continuer comme ça ou bien est-ce que... Alors, il me semble que ça devrait baisser. Peut-être que c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça sera une bonne nouvelle. Il me semble que ça devrait baisser. Si on regarde sur la diapositive d'après, c'est la 10. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par ACDEFI. Cette courbe-là, voilà, exactement.
Donc, vous avez en rouge, alors, les taux d'intérêt. Mais attention, hein, les taux d'intérêt sont en échelle inversée. Ça veut dire que quand la courbe rouge monte, c'est que les taux d'intérêt baissent. Oui. Et quand la courbe rouge descend, c'est que les taux d'intérêt augmentent. D'accord ? Et la courbe en bleu, c'est le prix de l'immobilier dans l'ancien. Alors ça, c'est une courbe qui a été faite au niveau national. Mais qu'est-ce qu'on observe ? Vous voyez que depuis déjà 2005, là, depuis les années 2005, cette tendance haussière de la courbe en bleu, on la retrouve. Hein. C'est ce que je disais, qu'on est sur une tendance haussière qui est marquée, qui est installée là. On sait aussi que les taux d'intérêt étaient restés très bas, puisque vous voyez que quand les taux d'intérêt diminuent, puisque la courbe rouge, elle augmente. Donc, c'est une diminution des taux d'intérêt. Donc, plus les taux d'intérêt diminuent, vous voyez que ça s'accompagne d'une augmentation de l'immobilier. Et vous voyez qu'à partir de 2022, là, les taux d'intérêt, alors c'est les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, qui ont commencé à augmenter. C'est pour ça que la courbe rouge descend. Oui. Les taux d'intérêt ont commencé à augmenter et on voit déjà l'infléchissement sur l'immobilier. Par exemple, lorsque les taux d'intérêt, par exemple, entre 2005 et 2009, je fais juste un petit retour en arrière, vous voyez que les taux d'intérêt avaient augmenté en 2005 et 2009. Tout de suite, après, vous voyez la baisse sur l'immobilier. La baisse sur l'immobilier. Donc, c'est une règle que l'on observe au fil du temps et que lorsque les taux d'intérêt augmentent, quasiment mécaniquement, on peut s'attendre à une baisse sur les prix de l'immobilier. Donc, il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas en Martinique. Et si sur la diapositive d'après, on regarde alors la diapositive 10, voilà. Alors là, sur l'inflation, c'est bien ce dont on parle, c'est plus les prix augmentent, plus on est en situation d'inflation, le pouvoir d'achat du consommateur diminue. Et chez nous, ça diminue d'autant plus puisqu'on sait que le salaire moyen est déjà 240 € à peu près en moyenne plus bas que ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut trouver dans l'Hexagone en comparaison. Donc là, vous voyez par exemple, actuellement, la France, l'inflation est quasiment de ce qu'on avait connu dans les années 1985. Vous voyez comment l'inflation a été quasiment maîtrisée là, depuis les années 86, etc. Vous avez des variations. Et puis nous, là, maintenant, en 2022-2023, vous avez vu la hausse, là. Et on atteint quasiment les niveaux d'inflation de 85-86. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les taux d'intérêt ne vont pas baisser là. On peut bien au contraire. On peut penser que les taux d'intérêt, au contraire, vont continuer d'augmenter. Bien sûr. Donc les taux d'intérêt, parce qu'avec une inflation, et l'inflation se généralise. On en parle beaucoup sur le secteur alimentaire, certes, mais c'est partout. C'est quasiment tous les secteurs sont touchés par cette augmentation des prix au niveau de l'inflation. Et donc, comme on le disait, les taux d'intérêt vont probablement continuer d'augmenter et les ventes, les transactions. Alors ça, on va suivre ça de près, si ça vous intéresse. Mais les transactions immobilières devraient descendre, devraient se stabiliser. Et pour maintenir un niveau de transaction, les prix automatiquement devront baisser. C'est complètement constaté. Au niveau des transactions, c'est complètement constaté. Nous, du point de vue bancaire, depuis le début d'année, on a beaucoup moins de dossiers. Voilà. On traite beaucoup moins de demandes de financement. Donc c'est... Alors, peut-être que j'ai peut-être pas pris tous les éléments de l'analyse, hein, mais ça ne voudra pas dire non plus, en réalité, que les Martiniquais, c'est la problématique sous-jacente de l'émission, auront plus accès au logement, puisqu'en réalité, le taux va augmenter. Donc, ils sont moins finançables, certes, ils vont moins bien se vendre, mais n'ont pas forcément plus accès si je peux rebondir par rapport à ce que tu dis, alors comme M. Saint-Fort disait que
si on peut dire que la baisse des prix, alors la baisse des prix, je pense ce sera mécanique, effectivement, la hausse des taux va continuer, donc logiquement les prix de l'immobilier vont baisser. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on aura plus accès à la propriété? Malheureusement, je pense pas. D'accord. C'est là que la question est ouverte. C'est bien ça la question. Maintenant, sur des montants très hauts, j'allais dire sur le prix d'achat, s'il y a une baisse sensible, on va dire 20-30%, et puis qu'il y a des parents qui aident leurs jeunes derrière, ne serait-ce qu'en apport, etc., ça devrait quand même diminuer la contrainte sur on va dire les couples jeunes, les ménages un peu plus jeunes. Et je pense que ça devrait diminuer la contrainte. Mais c'est véritablement des choses qu'il faudra qu'on suive. L'idée, ce sera vraiment de savoir la baisse des prix de l'immobilier, jusqu'où. Voilà. Ce sera ça, c'est ça qui va être déterminant. Ouais. Finalement, la hausse des taux va compenser un peu cette baisse-là. Maintenant, il faudrait que, idéalement, la baisse des prix des coûts de l'immobilier soit assez importante pour compenser justement cette hausse des taux-là. Ce sera ça c'est ça l'enjeu. Alors, toujours est-il qu'on arrive au terme de notre émission. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous avons une conférence le 27 avril. Oui. C'est à l'hôtel Batelière. Oui. 18h. 18h, hôtel Batelière, le 27 avril. Voilà. Cette conférence s'adresse à des professionnels de l'immobilier, des banques. Et même monsieur tout le monde qui est intéressé par le sujet, puisqu'on va rentrer dans des chiffres un peu plus détaillés, on va un peu expliquer, et il y aura justement des intervenants sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets. Et des agents immobiliers qui pourraient donner quelques conseils. Parce qu'on parlera des nouveautés de l'actualité 2023. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Jean-Émile Saint-Fort d'être venu nous porter tous ces éléments-là. On comprend bien que la discussion n'est pas terminée. On a fait que faire un constat, mais on n'a pas abordé les solutions. Il y a peut-être des solutions aussi. Mais il faut excuse-moi France, mais c'est vrai que ça nous a semblé important d'informer sur ce sujet. Il faut qu'on en parle, parce que c'est quand même un sujet, on le disait, c'est le premier budget des ménages. Et quand on parle d'attractivité, quand on parle de retour au pays, quand on parle la première question qui se pose, c'est le logement. C'est avant même l'alimentation, etc. C'est où est-ce qu'on va loger. Et donc, c'est fondamental et c'est des sujets qu'il est important de suivre. D'accord. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu. Merci. J'espère qu'on se reverra encore dans une autre émission. Avec plaisir. Stéphane, j'ai beaucoup apprécié ta présence ce soir. J'espère qu'on se reverra d'ailleurs le 27 avril. J'espère que tu seras des nôtres. Merci, monsieur l'expert, d'être revenu sur le plateau après votre désertion. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir vu parmi nous. Bonsoir, à bientôt.